Bon, ouais, on va démarrer, les autres personnes nous rejoindront en cours de route. Bienvenue à tous pour ce webinaire. Je suis Thomas Desmoulins de Fibweiser, chargé de mission de bois construction. Et donc, Denel Scollant. Et du coup, Guénel Scolin, je suis directrice de Fiboiser. Merci à tous de nous rejoindre pour ce webinaire qui, a vocation à revenir sur cette opération exemplaire, le Hautbois, qu'on a largement fait visiter avec l'aide de tous les acteurs du projet il y a quelques années derrière. Et donc, on trouvait ça important de pouvoir revenir sur cette opération et d'en tirer les éléments de bilan, d'autant qu'on a la chance d'avoir un certain nombre d'éléments que Jacques-Félix Faure va vous présenter. Euh, Avant de commencer, j'espère que vous m'entendez tous bien. Si vous avez des problèmes de son, n'hésitez pas à le signaler via la conversation ou autre moyen. Euh, et en dehors de ça, à couper pour l'instant vos micros et caméras. On n'aura pas besoin de tout pour l'instant, peut-être à la fin pour échanger. Euh, donc cette session est enregistrée, donc on tient à vous en informer. On l'enregistre pour permettre d'archiver aussi ces éléments et de pouvoir les diffuser et que tout le monde puisse y avoir accès dans le long terme, comme c'est un sujet qui est très intéressant. Euh, donc ça a duré une bonne heure à peu près. Si vous avez des questions pendant la séance, n'hésitez pas à les poser avec l'icône QR que vous avez en haut en haut de l'application. Nous, on va récolter petit à petit les questions pendant la présentation de Jacques Félix Faure et on pourra les poser à la fin. S'il y a des questions qui n'ont pas eu le temps d'être répondues, on y répondra par la suite par écrit. On fera le point avec Jacques pour y répondre par la suite. Voilà, je laisse la parole à Jacques Félix Faure, Télé 17C. Ok, bonjour à tous. Donc Jacques Félix Faure, Atelier 17C. Donc je fais partie des deux équipes d'architectes qui ont gagné le concours j'ai oublié la date, je dirais 2018, je pense. Donc il y avait ASP Architecture, qui est une agence qui est dans les Vosges, et puis nous, Atelier 17C, qui étant donc à Barrault, au-dessus de Pontcharrat, pas loin de Grenoble. Et ces deux équipes, on a gagné donc le concours de maîtrise d'œuvre et on a réalisé donc ce projet qu'on a appelé après coup le Hautbois. Euh, on a eu la chance de pouvoir instrumenter l'ensemble de l'immeuble. Donc il y a eu Enertech, qui est un bureau d'études très connu, qui a pu à un moment donné poser ce qu'il appelle des voies, hein, c'est-à-dire poser des capteurs sur l'ensemble du bâtiment. Au total, il y a eu 10 logements qui ont été instrumentés pour pouvoir analyser l'ensemble des paramètres et pour pouvoir essayer de tirer des conclusions sur ce qui allait pas et savoir si les performances affichées étaient vraiment réelles ou pas. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est un petit peu de ça dont on va parler. Mais pour parler de ça, ce qui est important, c'est dans un premier temps, vous faire connaître un petit peu ce bâtiment, ces logements, de comment ça a été fait. Et je vais commencer par un très court petit film de 3 minutes qui va permettre, pour ceux qui ne le connaissent pas, de revoir ce bâtiment-là. Et puis après, je passerai sur on va dire un diapositive qui balayera très rapidement les caractéristiques de cette architecture. Et puis, on rentrera après dans le vif du sujet sur le rapport d'Enertech. Donc, je vais partager mon écran et je vais aller voir le film que je vais faire partir. Voilà. J'espère que tout le monde entend. Alors, quand je dis entend, au moins lit, parce que je sais que le son passe pas pour le film, mais il y a un sous-titre qui correspond à la voix de la personne qui parle. Voilà, je vais vous laisser regarder les images donc pendant à peu près 3 minutes.
voilà, donc j'espère que vous avez pu voir donc, ce petit bout de film qui a été réalisé par Fibois dans le cadre du prix départemental. Donc il y avait des petits films qui étaient réalisés sur certaines des réalisations qui avaient été primées. Je vais passer tout de suite à la présentation du projet. Donc là, je vais reprendre mon partage. Je vais aller là, ici, et je vais me mettre comme ça. Je suis là. Oui. J'espère que vous voyez. Donc normalement, vous devez être en... Voilà, que tout fonctionne bien. Oui, Thomas, ça fonctionne, c'est bon, ouais. Ouais, confort. on voit bien ton écran. Donc, alors, je commence par cette image-là parce qu'effectivement, le sujet du concours, c'était de réaliser un bâtiment qui serait un peu représentatif des années 2030, de comment on pourrait construire un bâtiment de logement social à Grenoble pour les années 2030. Et on était 10 ans ou 12 ans avant, d'accord? Et quels sont les critères qu'on pourrait retenir? Alors, nous, l'équipe, en fait, le côté performantiel, c'est-à-dire avoir un bâtiment passif, avoir un bâtiment qui consomme moins de 15 kWh par mètre carré, bien sûr que ça nous intéressait fortement, mais d'un point de vue éthique, c'est la robustesse qui nous intéresse. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on peut faire un bâtiment extrêmement performant, mais très très con. Bien sûr, un bâtiment qui, j'allais dire, utilise énormément de technologie, un bâtiment qui est très difficile dans la maintenance, c'est très difficile à réaliser, un bâtiment qui va chercher des matériaux très loin, un bâtiment qui, quelque part, ne laisse pas de place à des matériaux biosourcés. Donc, tout ça, c'était important. Ce qu'on a proposé dans le cadre du concours, et qui est un des points dont on parle jamais, et qui est pour nous le point essentiel, c'est de dire à notre maître d'ouvrage, donc qui était Actis, c'était de dire, vous empruntez à la Caisse des dépôts pour 50 ans quand vous faites un bâtiment comme ça. Nous, on voudrait s'engager à ce qu'il y ait le moins possible de maintenance pendant 50 ans sur ce bâtiment. Pourquoi? Parce que l'obsolescence constructive est peut-être le critère le plus impactant en termes environnementaux, c'est-à-dire un bâtiment qui vieillit mal est un bâtiment qui, quelque part, est le moins environnemental. Et donc, construire bien, construire simplement, construire robuste, nous paraissait extrêmement important. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs, quand vous voyez les images, que l'on a un bâtiment qui est couvert de zinc, parce que effectivement, et un bâtiment, je ne sais pas si vous avez vu le film, il y a rien qui sort en couverture. Quand je dis rien, il n'y a pas un tuyau, même pas une ventilation, hein, il n'y a rien qui sort en couverture pour pas avoir de garde-corps, pour pas avoir d'étanchéité, pour ne pas avoir de maintenance, pour pas avoir à monter sur les toits. L'ensemble des façades donc est protégé et on a conçu l'ensemble du bâtiment comme ça, c'est-à-dire faire en sorte que pendant 50 ans, on ait le moins de maintenance possible. On est loin du rapport Anertec quand on dit ça en termes de performance, mais c'est une des choses qui est le plus importante. Le deuxième critère, bien sûr, c'était construire en bois pour des tas de raisons, des raisons de stockage de carbone, mais surtout, et ça aussi on en parle très rarement, et notamment dans le c'est d'avoir le moins d'impact possible sur les fondations. Alors, je vais passer les diapos par rapport à ça. Donc, je vais aller très vite. On est dans la SAC Flaubert, tout le monde connaît, à Grenoble. On est donc juste à côté de la Maison de la Culture. Donc, c'est cette partie-là. Hein. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Voilà, donc on a dû démolir certains bâtiments pour pouvoir construire la SAC Flaubert. Voilà, on est dans l'îlot Marceline. Et là, il y a un architecte en chef qui a fait un plan d'urbanisme très strict dans lequel il a dessiné des plots. Et nous, on va être tributaire de ce petit plot-là. Et tous les plots ont deux hauteurs. Une hauteur de l'ordre de R+8 et une hauteur de R+5. C'est-à-dire qu'il nous oblige à avoir deux plots différents, d'accord? Et les orientations nous sont données. C'est-à-dire que quelque part, quand je vous montre cette espèce de maquette à ce niveau-là, on avait des orientations qui étaient très très strictes. Et notamment assez difficile d'un point de vue bioclimatisme. Alors, la SAC Flaubert, c'est 359 logements, un silo de voitures, donc il n'y a pas de voiture
hein. On a la chance d'avoir un parking que l'on voit à ce niveau-là, hein, qui est un parking dans lequel toutes les voitures sont logées. Et donc, ça simplifie les choses. Et puis, on est dans un parc. Voilà, c'est important. Bon, donc, quelques images. Là, je m'arrête. Donc, vous voyez l'ensemble. Maintenant, elle est finie, hein, la ZAC. Donc, l'ensemble des opérations qui ont été faites. Il y a deux acteurs sociaux qui ont construit, c'est Actis, puis plus Grenoble Habitat, bien sûr. Voilà, je vais rapidement. Et voilà le plan masse avec ce que l'architecte en chef a désigné, qui est un bâtiment, donc le sud étant là, hein, qui est un bâtiment avec beaucoup de façades qui sont pas très bien orientées. On aurait aimé avoir une grande façade sud, on n'en a pas, d'accord? Donc, d'un point de vue bioclimatique, c'était délicat. On a le tram qui est à ce niveau-là, et encore une fois, on est dans un grand parc et le silo à voiture qui est à ce niveau-là. Le plan masse, donc on a un plot qui fait 8 niveaux, un autre plot qui fait 5 niveaux, et au centre, on a une cage d'escalier qui distribue ces deux plots en bois. La répartition des logements, une répartition, donc on a 56 logements. Dans ces 56 logements, on a donc au total 6 T2, on a, qu'est-ce que je raconte, 11 T2, 28 T3, 15 T4 et 2 T5. Et globalement, la répartition sur un étage courant, c'est donc 2 T4, il y a toujours une double orientation, hein, si je le monte comme ça, et puis 2 T2, 2 T3 à ce niveau-là, et un T2 et un T4 à ce niveau-là. Et de temps en temps, le T3 permet d'avoir un T5, hein, en agrandissant le T3. Et puis on a des duplex aussi sur les derniers niveaux le duplex qui nous permettait de rester dans une famille d'immeubles qui permettait d'être moins compliqué au niveau incendie. La cage d'escalier, très importante, qui est une cage d'escalier qui permet de quelque part de faire une prolongation de la ville et qui permet de voir l'ensemble des montagnes qui sont autour de ce bâtiment. Voilà, cette cage d'escalier, je la montre en quelques images, elle est très importante, elle est toute en béton, elle est obligatoirement en béton pour des causes d'incendie. On ne pouvait pas, contrairement au concours, on l'avait imaginé en bois, on nous l'a interdit. Donc, elle est en béton et elle est complètement dissociée structurellement des deux plots, le plot en R+8 qui est à ce niveau-là et le plot en R+5 qui est à ce niveau-là. Je vais très vite, je suis désolé, voilà, ce n'est pas le sujet du jour. On a vu la cage en béton. La structure, donc on a 3 structures au niveau des fondations, d'accord? Et là, je m'arrête 2 minutes parce que c'est un point très très important. Autant l'ensemble des opérations qui ont été faites dans l'îlot Marceline ont été obligées de faire ce qu'on appelle une consolidation du sol, c'est-à-dire qu'ils ont été obligés de planter des aiguilles qui vont jusqu'à 15 mètres en profondeur par rapport au sol naturel, en plantant des aiguilles en béton tous les 2 mètres à peu près. Notre bâtiment, parce qu'il est en bois, a permis à faire des fondations qui font 1,80 m de profondeur et qui donc ne traversent pas la nappe phréatique. Ça paraît rien, mais c'est extrêmement important. En termes de consommation de béton, en termes de réponse sismique, ça veut dire qu'on est capable, grâce au bois, à répondre de façon très très positive à un moment donné aux ondes sismiques. On est dans une zone de sismicité très forte, puisqu'on est en sismicité 4, d'accord? Il y a 3 régions en France comme ça, alors que tous les autres bâtiments, donc, entre guillemets, avaient des fondations qui descendaient jusqu'à moins 11 mètres dans le sol. Donc ça, c'est un point très important. Et derrière ça, il y a le côté robuste de notre bâtiment. Je montre 2 petits graphismes parce que Thomas, c'était un peu, quand je lui ai parlé en disant que le bâtiment bougeait d'une trentaine ou de 42 cm, là on voit 42 cm quand il y avait une onde sismique. En fait, ce qu'on voit, c'est que l'onde monte, fait bouger jusqu'à 42 cm le dernier niveau du R+8, mais quand l'énergie redescend, elle ne transmet aucune, et ça je le redis à Thomas qui ne me croyait pas, aucune énergie transversale dans les fondations
du sol, dans les fondations en béton. C'est ce qui nous permet de limiter la dimension des fondations. Je montre une image qui est le rapport entre le bois et la fondation, qui est quelque chose de très très délicat. On passe du millimètre au centimètre. Et comme le bois ne peut pas à un moment donné avoir une différence j'allais dire, de dimensionnement qui est autre que le millimètre, on est obligé de passer par un support métallique qui va permettre de transférer les efforts, notamment sismiques. Je vais très vite. Voilà. Après, on est en CLT. Hein. C'est CLT qui fait à peu près 14 cm. On le voit là, à ce niveau-là. Donc voilà les panneaux de bois. On essaye de maximiser donc, les panneaux. Ils sont les plus grands possibles. Ils arrivent par camion. Ils sont juste déposés. Ils sont montés très rapidement. Donc là, on voit le chantier hein, où on commence à monter les premiers panneaux. Je ne sais pas si vous voyez ici, on a des muraillères. Parce que de façon exceptionnelle, sur ce bâtiment-là, toujours pour des problèmes sismiques et des problèmes de feu, les planchers ne reposent pas sur les façades, mais reposent sur des muraillères pour pouvoir à un moment donné limiter les tassements différentiels au niveau du plancher. On pourra se reposer des questions tout à l'heure. Donc, quand on dit qu'on est en bois, on est vraiment en bois. Hein. Il n'y a que du bois. Hein. C'est important de redire ça parce que voilà, même moi, j'y croyais pas au départ. C'est un bâtiment qui est vissé, d'où sa capacité à diffuser les énergies au niveau des efforts sismiques. Alors, ce que vous voyez à ce niveau-là, les petits morceaux de bois que vous voyez à ce niveau-là, c'est pour des problématiques de feu. Tout ce qui est liaison et tout ce qui est ferrure doit être protégé pour répondre à une stabilité au feu de 2 heures. Alors, quand je dis qu'on est tout en bois, c'est pas vrai. En fait, on a à certains moments donnés des sommiers métalliques qui nous permettent de pouvoir limiter la hauteur des poutres qui auraient pu être des poutres en bois, mais à ce moment-là qui auraient été très très hautes. Et donc on aurait eu, très très haute, j'exagère, mais qui auraient été relativement hautes et qui nous auraient fait un bâtiment qui aurait perdu au niveau de la hauteur des étages. Et donc on a préféré mettre à ce niveau-là certains sommiers, certains poteaux métalliques qui vont être à la fin, qui vont être floqués. Voilà. Donc encore une fois, là quand je vous montre ces photos, on n'a pas balayé avant de prendre les photos. Un bâtiment qui est fait en bois, c'est un bâtiment qui, au niveau du chantier, qui est extrêmement propre. C'est un réel plaisir quand vous construisez en bois. Hein. Vous faites une réunion de chantier, vous dites mais qu'est-ce qui s'est passé quoi? Non, là ce chantier, il était tout le temps comme ça. Il a tout le temps été très 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 propre. Ce qui est étonnant par rapport à un bâtiment en béton. Voilà, donc quelques photos. On voit le liaisonnement des plaques extérieures. Donc première salve et première possibilité dans notre chantier, c'était de monter, là vous voyez le R+5 qui a été monté et habillé, puis après le R+8. Donc on monte dans un premier temps, et je vais vous l'expliquer, une structure bois, et après on vient habiller cette structure bois par une enveloppe. Donc là on a des photos de la structure, d'accord? Alors je vous montre cette petite image aussi pour vous dire que effectivement l'élément feu a été un élément très très difficile à passer pour ce bâtiment-là. On a été obligé de réaliser un essai Le Pire 2, c'est-à-dire faire brûler 2 étages et demi à l'échelle 1 hein, pour pouvoir à un moment donné vérifier que le bâtiment répondait aux normes effectifs et aux normes à un moment donné FIBOIS. Pas FIBOIS, aux normes de l'IT 249, pardon. Et donc, voilà, on a réécrit à un moment donné ces normes-là et on a eu un avis favorable pour pouvoir construire. Alors, je vais m'arrêter, c'est peut-être l'élément le plus important. Là, vous avez une image qui est une maquette qui représente à l'échelle 1, c'est-à-dire que tous les matériaux sont à la bonne échelle, et ben, le complexe de façade. Hein, donc, vous voyez à l'extérieur le zinc,
Vous voyez les 200 mm de laine de roche qui correspondent au complexe d'isolation. À l'intérieur, on rajoute 45 mm de laine de roche encore. Et donc, ça correspond à l'isolation. Quand je vous dis ça, par rapport aux performances que l'on a obtenues, eh ben, on a été, finalement, c'est pas du tout ça qui a été difficile à faire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'enveloppe qui est là, hein, cet élément-là, il vient en un seul morceau, hein, il vient être rajouté par rapport à la structure bois qui est là, en un seul morceau, et donc il a pu être réalisé en préfabriqué. On verra des images de ça. Et donc cet élément-là, il correspond donc à des éléments dans lesquels il y a la menuiserie, dans lequel il y a le zinc, dans lequel il y a l'isolation, dans lequel il y a l'ensemble de l'étanchéité à l'air qui a été réalisée. Hein, l'étanchéité à l'air, j'en parlerai après, qui est très important. Et donc effectivement, on est arrivé d'un point de vue qualité à faire un bâtiment qui a été relativement simple à être mis en œuvre par rapport à la performance demandée. J'en reparlerai, je vais m'arrêter là. Donc, des panneaux de bois qui font 140 mm, des planchers qui font 140 mm. Voilà. L'étanchéité à l'air, si je zoome un tout petit peu, voilà, elle est réalisée, voilà, là je me permets de zoomer. En fait, elle est réalisée par je sais pas comment ça, boudins deux petits boudins d'étanchéité qui sont faits à ce niveau-là quand on vient poser ce panneau bois sur celui-là, d'accord, dans la façade. Ben avant, on vient réaliser avec une pompe deux petits boudins d'étanchéité, et c'est ces deux petits boudins qui permettent de réaliser l'ensemble de l'étanchéité à l'air pour ce qui est de la structure bois. Et puis après, on a ce scotch-là qui est préparé en atelier, qui vient donc se rattacher à la structure bois, qui nous permet d'avoir l'étanchéité à l'air. Et ici, on a eu une étanchéité à l'air, que ce soit pour le R+8 ou le R+5, qui est extrêmement performant. On en reparlera dans le rapport Enertech. Je passe à aux prochaines diapos. Donc ça, c'est comment a été réalisé le bâtiment. Là, je viens me mettre à l'échelle. Et là, on va arriver à la préfabrication. Donc, chez SDCC, qui est donc le charpentier qui a réalisé l'ensemble des travaux, hein, grâce à eux, on a pu avoir donc une réalisation locale de la préfabrication. Ils ont des grands ateliers avec, à un moment donné, une possibilité donc d'avoir l'ensemble des fournitures et de réaliser ça un peu comme on fabrique une voiture. Donc on part des éléments et au fur et à mesure, il y a un autocontrôle. Les plans sont affichés à ce niveau-là et chaque ouvrier s'autocontrôle pour faire en sorte qu'il y ait, on va dire, zéro malfaçon. On ne peut pas imaginer quelqu'un qui fabrique ce bâtiment-là d'être sur un échafaudage et de mettre l'isolation comme elle a été mise au niveau d'un atelier comme celui-là. Donc je montre un petit peu, donc là on est là, je vais remettre comme ça, voilà, pour être sûr qu'on est bon, voilà. Donc voilà, je passe, donc voilà, là on a un panneau qui est prêt à être empaqueté et à être emmené sur le chantier. Hein, donc on voit qu'on a tout, on a le garde-corps, on a ce qui va nous permettre de protéger de la chaleur des apports solaires. Donc un volet, c'est pas tout à fait un volet roulant qui va être mis à ce niveau-là. On a toutes les couches et ces panneaux-là sont finis, sont protégés et sont prêts à être montés sur le chantier. Voilà, là ils arrivent au niveau du chantier et après ils vont être montés et posés d'un seul tenant. Et donc c'est là qu'on voit qu'on a une très très bonne qualité de cette enveloppe-là qui nous permet d'avoir les résultats que l'on a eu au niveau du rapport Enertech. Voilà, je montre quelques images. Donc c'est là, il y avait quelqu'un là qui nous disait qu'on avait une différence de couleur, qu'effectivement entre les panneaux, il y a eu des raccords qui ont été mis et qui mettent du temps avant de se patiner de la même façon que le reste des panneaux. On voit bien la différence de teinte entre les panneaux.
je vais vite, je suis désolé. Voilà. Là, on voit les combles. C'est très important. Dans le rapport Enertech, on parlera du confort d'été. Donc, sur les combles, sur le dernier plancher, on va mettre 40 cm de watts de cellulose et on a une grande lame d'air ventilée qui nous permet d'essayer d'avoir le moins d'échauffement possible entre la couverture et le premier logement. Et ça, c'est dans le R+8 et dans le R+5. Ça peut paraître beaucoup d'espace perdu, mais c'est très important en termes de qualité et notamment en termes de confort d'été. Donc là je montre ce que disait Enertech, on va en reparler, c'est qu'effectivement, le hautbois, parmi toutes les réalisations qu'il a suivies, est très très largement celui qui a les meilleurs résultats en termes de consommation d'énergie utile, puisqu'il est près de 10 fois en dessous de la valeur moyenne, 5,7 kWh par mètre carré par an, par mètre carré de surface habitable. Donc Enertech n'a jamais vu un bâtiment comme ça. Et ça correspond à tout ce que je vous ai montré avant, hein. C'est-à-dire c'est la préfabrication qui nous permet de faire ça. Donc depuis qu'Enertech existe et fait des instrumentations, il n'avait jamais vu un bâtiment comme ça. Et encore une fois, nous, ça nous a demandé très très peu d'énergie pour faire ça, hein. Ça a été très simple. C'est simplement une conception qui nous permet de préfabriquer et de réaliser ce bâtiment-là. Alors, quand je dis ça, je suis sûr que SDCC hurlera parce que effectivement, ça a demandé beaucoup de réflexion, beaucoup d'études, mais j'ai pas trouvé que la réalisation était extrêmement compliquée. Voilà, je montre quelques schémas de comment fonctionne, on va dire, le chauffage et la ventilation de ce bâtiment-là. On a pour chaque plot une centrale d'air. Cette centrale d'air, donc, il y a une entrée d'air qui rentre. Cette entrée d'air, elle va à un moment donné monter jusqu'à chaque logement. Chaque logement, donc, dans les pièces de vie, c'est-à-dire le salon, les chambres, etc., vont avoir donc une bouche qui va permettre de faire rentrer cet air-là. Pour chaque logement, on a ce qu'on appelle une batterie chaude qui va permettre de pouvoir chauffer ou refroidir cet air-là, on en parlera, d'accord? Et puis l'air extrait permet de récupérer dans cette centrale d'air l'énergie. On en reparlera. Mais c'est aussi simple que ça, on n'a pas de radiateur dans les logements, hein. On a uniquement la double flux qui permet à un moment donné de chauffer ou de refroidir l'ensemble des appartements. Qu'est-ce qui permet de faire fonctionner la batterie chaude, pardon? C'est le chauffage urbain. Le chauffage urbain qui est de Grenoble, qui permet à la fois de chauffer la batterie chaude, mais qui permet aussi de fabriquer l'eau chaude sanitaire. Voilà, donc là on voit la colonne d'arrivée d'air froid extérieur et les petites batteries chaudes pour chaque logement. Comme on a 4 logements, de part et d'autre de la circulation, on va avoir donc un petit local dans lequel on aura cette circulation d'air, hein. Ça c'est l'air extrait et ça c'est l'air entrant. C'est aussi simple que ça, voilà, et c'est bien dimensionné pour pouvoir permettre d'avoir une surventilation la nuit, en été notamment. Je rappelle que pour ce bâtiment-là, au niveau thermique, l'ensemble des, on va dire, des températures qui ont été prises pour programmer la régulation est des températures qui ont été prises en 2030, c'est-à-dire quelle température il fera en 2030 et non pas une température 2020, 2024, etc. C'est-à-dire qu'on s'est situé 10 ans après. Je continue. Ça, je prends une petite image de ce qu'on appelle le Power Pipe, ce qui récupère les calories sur les eaux usées, c'est-à-dire les eaux des éviers et des douches, et ces calories sont redonnées au ballon d'eau chaude sanitaire. Voilà, donc on a un petit schéma qui correspond à ça, hein. On a un très très bon rendement de ce Power Pipe, d'accord, on en reparlera. Voilà, je termine donc ma petite présentation
pour dire que effectivement, on rappelle que c'est un bâtiment tout en bois, que c'est possible de construire en bois sur 8 étages, que c'est possible de préfabriquer et c'est possible d'atteindre les performances qu'on nous avait demandées. Voilà, je finis là-dessus et je vais sortir de mon partage pour aller vers un autre document, qui est un document qui a été écrit il y a une quinzaine de jours par Alice Weber d'Actis, qui est responsable d'activité du développement durable dans le pôle patrimoine d'Actis, et qui nous a fait un retour donc très j'allais dire très neuf de ce qui marche pas actuellement dans le R+8, parce que là je vous ai fait un peu un résumé assez favorable du bâtiment du Haut-Bois. Or, il y a des choses qui ne fonctionnent pas et à la fois Enertech et Actis ont fait des retours là-dessus. Mais ce qui est important, c'est de parler des dernières nouvelles, on va dire. Hein. Il y a trois pôles, ventilation, refroidissement et chauffage, qui ne fonctionnent pas très bien. Alors, ventilation, elle dit quoi? Il y a un problème d'équilibrage entre les réseaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a certains logements qui ont des débits d'air qui sont plus importants que d'autres, et il y a encore un équilibrage à faire. Et ces choses-là, alors que le bâtiment a été réceptionné en 2022, juste après le Covid, on a, alors qu'on est en 2026, encore des problèmes de régulation au niveau des débits, d'accord? Pourquoi? Parce que effectivement, je pense que c'est relativement complexe, et parce que la personne qui s'occupe de la maintenance n'est pas assez formée et a des problèmes pour pouvoir régler tout ça. Donc, c'est ce qu'elle dit à ce niveau-là, d'accord? Elle dit: nous sommes actuellement en train de réaliser des essais de pression et de débit sur les 8 colonnes de ventilation du bâtiment afin d'identifier les raisons qui expliqueraient ces soucis. Est-ce qu'il y a, à certains moments donnés, des écrasements, des choses comme ça? Mais en tout cas, on a encore des problèmes de régulation de débit. Refroidissement, c'est un des problèmes majeurs qu'on a actuellement. Le refroidissement ne fonctionne pas correctement sur les 2 centrales d'air. Nous avons identifié 2 raisons. Les sondes de température d'arrivée d'air des CTA ont été posées trop proches des groupes de froid. Et donc, du coup, si je résume, à un moment donné, ces températures sont influencées par le groupe de froid. Et donc, du coup, elles ne se mettent pas en marche comme il faut. Et donc, du coup, l'exploitant a du mal à maîtriser quelque part les consignes qui sont indiquées dans la régulation. Donc, elle voudrait faire en sorte de déconnecter la régulation des CTA par rapport à la régulation qui fait fonctionner le refroidissement. Donc, c'est ce qu'elle est en train de mettre en place. Donc, elle dit: nous allons procéder à la dissociation des régulations CTA chauffage d'ici juin. Donc, ça va être fait ce mois-ci en présence du fabricant des CTA. D'autres centres vont être, les centres vont être déplacés. Si tout se passe bien, nous pourrons remettre en route le mode de froid cet été. Donc, ça veut dire que les choses, j'espère, vont bouger et qu'on aura un vrai fonctionnement du refroidissement, puisque dans notre CTA, on a un module qu'on pourrait appeler une mini-clim, hein, dans chaque CTA, qui nous permet de souffler de l'air qui est de 4 à 5 degrés moins haut en température que l'air extérieur. Mais ça amène une très grande qualité à l'intérieur du bâtiment. Et puis, le troisième point sur lequel il travaille, qui est le chauffage, on a un problème de vannes. Les thermostats et les vannes de régulation sont hors service dans une vingtaine de logements. Après investigation, le matériel fourni a été acheté pendant la période de confinement, pendant donc le Covid, et présente des anomalies. Certains équipements n'ont pas les mêmes références. Leur fournisseur que nous avons appelé nous a confirmé que les produits n'avaient pas vocation à être utilisés dans un immeuble de logement social. Nous avons programmé leur remplacement sur les 3 prochaines années. Cet hiver, nous nous sommes rendus compte que 95% des locataires, c'est-à-dire pratiquement tous les locataires, n'avaient pas eu de chauffage. Les 3 premiers mois de chauffage
en raison des vannes de régulation. Alors, ça peut paraître incroyable, mais avec un bâtiment passif, en fait, le fait de ne pas chauffer, ça pose pas tellement de problème. C'est-à-dire les apports internes suffisent à chauffer le bâtiment. On a besoin de très peu d'apports. Il n'y a pas de chauffage, hein, donc on a besoin de pratiquement rien. Hein. Donc si la petite batterie chaude ne fonctionne pas, ben ok, on a au lieu d'avoir les 23, les 21, 22 degrés, on a 20 degrés. Donc c'est pas signifiant pour les locataires, sauf s'ils bouchent les bouches de ventilation. Hein. Mais s'ils ne les bougent pas, quelque part, ils ne se plaignent pas de ça. C'est important de se rendre compte de ça. En attendant les travaux de renouvellement, nous déconnectons les thermostats obsolètes au fil de l'eau et ouvrons et fermons manuellement les vannes de chaque début de chauffe. À chaque début de chauffe, la régulation fine attendue dans chacun des logements n'est plus assurée pour l'instant. Donc ça veut dire qu'ils agissent manuellement au niveau des batteries d'eau chaude. Et ce que je vous ai dit, hein, les besoins en chauffage étant faibles, les locataires ne sont pas réellement gênés par la problématique d'obsolescence des thermostats. En revanche, ils le sont beaucoup plus concernant la ventilation. De nombreux locataires ont bouché leur bouche, ce qui ne nous aide pas dans notre diagnostic. Leur ressenti d'été est mitigé. Effectivement, s'ils ont bouché leur bouche, eh ben, ils ne peuvent pas avoir de rafraîchissement et donc du coup, la température monte de façon significative en été. Donc, c'est très important ce rapport parce que, en fait, c'est quelque part, si je fais une conclusion, hein, aujourd'hui, on va parler du rapport Enertech, mais en fait, sur ce bâtiment-là, il y a 3 choses qui ne fonctionnent pas bien, qui est la ventilation, pour des problèmes de bruit, etc., et qui devrait être, durant le mois de juin, en tout cas, fonctionner beaucoup mieux. Le refroidissement, d'accord, et puis le chauffage. Le chauffage, ben, on voit que finalement, bien sûr, il faut que ça fonctionne, mais que ça a des conséquences qui sont très faibles. Et par contre, le refroidissement et la ventilation, c'est très important qu'on arrive à agir et à faire en sorte que ça fonctionne mieux. Je vais maintenant passer sur le rapport Enertech et il faisait 100 pages, hein, le rapport Enertech. Moi, j'ai vraiment passé du temps et essayé de le résumer en allez, une dizaine de pages et pour que vous ayez les chiffres les plus significatifs et les plus importants à retenir du rapport Enertech. Alors, je vais aller aussi là assez vite, mais donc la campagne de mesure, donc je vais quand même montrer des éléments du rapport final d'Enertech. Donc, ils ont, je vais aller jusqu'à, excusez-moi, jusqu'à cette page-là. J'espère que tout le monde voit correctement. Donc là, on a, ils font un rapport sur les déperditions de ce bâtiment-là. Ce que l'on voit sur ces 2 camemberts-là, c'est que sur les déperditions, il y a 2 éléments qui sont déperditifs. Le vitrage, d'accord, c'est ce qui est en bleu, d'accord. C'est normal, même si on est en triple vitrage, on a un peu là où on peut pas être extrêmement performant, hein, même si on a des UW qui sont de l'ordre de 0,8, et ben malgré ça, ça reste l'élément le plus déperditif. C'est pour ça que dans un bâtiment passif, on fait attention aux surfaces de vitrage, d'accord. Et puis, en rouge à ce niveau-là, c'est ce qu'ils appellent les liaisons mur B, c'est-à-dire c'est là où il y a le scotch qui permet de liaisonner la menuiserie au reste du bâtiment. Et ben c'est sur ces 2 éléments-là qu'on a des déperditions. Le reste, toutes les autres parties du camembert, et ben on est extrêmement performant, hein, j'allais dire, voilà, on ne peut pas faire mieux. Et ça ne sert à rien de faire mieux. Et quelque part, là, quand je suis en train de vous dire ça, c'est que peut-être nous, on a mis peut-être trop d'argent
sur ces éléments-là. Bon, je pense que sur mes prochains projets, je mettrai moins d'argent sur l'isolation et peut-être plus d'argent sur d'autres éléments. Parce que on a dans le rapport, le rapport à un moment donné d'Enertech, eh ben, ils arrivent à une conclusion qui est là. Je vous en ai déjà parlé. Je vais très vite. Mais donc là, on voit tous les logements sur lesquels. Alors, si ça, c'est important. Où est-ce qu'ils ont où est-ce qu'ils ont instrumenté ce bâtiment-là? Donc, ils ont instrumenté sur tout ce qui est électrique. Donc, sur le tableau général du logement, sur tout ce qui est éclairage, sur tout ce qui est froid, sur tout ce qui est cuisson, sur tout ce qui est donc machine à laver, sur tout ce qui est informatique. Donc là, ils ont instrumenté tous ces postes-là, logement par logement. Hein. Ils ont instrumenté sur tout ce qui est température et hygrométrie dans le séjour. Ils ont instrumenté sur tout ce qui est température de la chambre principale. Ils ont instrumenté sur le taux du CO2, s'il y a un bon renouvellement d'air. Sur la température de l'air soufflé, bien sûr. Ils ont instrumenté aussi sur tout ce qui est débit de... Donc, quand on dit débit, c'est-à-dire sur les bouches de puisage, de cuisine, des douches et des lavabos. Donc, quand je dis ça, donc, début de puisage, c'est sur tout ce qui est température de l'eau qui part au niveau de la cuisine, de la douche et du lavabo, pas au niveau de l'air. Hein. Et puis, ils ont instrumenté tout ce qui est débit des bouches de ventilation. Donc ça, au total, il y a eu, je remonte en arrière, excusez-moi, il y a eu au total ce qu'ils appellent 243 capteurs qui ont été mis sur l'ensemble des 10 logements qui ont été instrumentés. D'accord? Et de ces 243 capteurs, ils ont fait ce rapport. Si je montre ces images-là, là, on voit donc l'arrivée du chauffage urbain avec la sous-station. Et de ce chauffage urbain, on va aller dans les différentes batteries chaudes dont je vous ai parlé à ce niveau-là, d'accord? Et puis là, on a une image du récupérateur de chaleur, c'est-à-dire sur les douches, sur les eaux de cuisine, machine à laver, à la vaisselle, etc., on récupère les calories et ce récupérateur de chaleur vient donner les calories dans les chauffe-eau qui sont mis juste après, qui sont chauffés par le circuit de chaleur urbain. Qu'est-ce que je vous ai pas dit là-dessus? Je crois que c'est tout. Et là, je vais aller très rapidement jusque à la fin de cette partie-là, sur le bilan. Donc là, on est sur la première partie, hein, sur le bilan de consommation générale. Donc, ce que dit à un moment donné Enertech, c'est que l'énergie utile mesurée, elle est de 5,7. Donc, je vous en ai déjà parlé. Ça veut dire que, quelque part, eux, ils n'avaient jamais mesuré un tel bilan en termes d'énergie utile. Au niveau, donc là, si on compare sur les différents usages réglementaires, on voit qu'effectivement, sur l'eau chaude, le chauffage, la ventilation, le refroidissement, l'auxiliaire de distribution et l'éclairage, on voit qu'à ce niveau-là, on a un bilan qui est extrêmement positif sur cette opération, que l'eau chaude sanitaire est effectivement ce qui consomme le plus, d'accord, et la ventilation, donc ce qui est en rose et ce qui est en vert. Ce qui est de l'ordre des parties privatives, ce qui est en jaune clair ou en orange à ce niveau-là, c'est très très faible. Et tout ce qui est auxiliaire de distribution ou refroidissement, c'est aussi très 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 faible. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Je voudrais que vous lisiez peut-être cette phrase-là, hein, le bâtiment Le Haubois affiche un besoin de chauffage très performant avec 5,7 kWh mètre carré de surface habitable par an, reflet d'excellence performance thermique de son enveloppe. Ce besoin de chauffage est le plus bas que nous ayons jamais mesuré sur un bâtiment résidentiel collectif.
le besoin utile d'eau chaude sanitaire avec 25,1 kWh, toujours mètre carré surface habitable par an, est proche de la moyenne observée en énergie utile sur les bâtiments collectifs performants, avec une production centralisée et un réseau de bouclage moyen observé autour de 27 kWh par mètre carré par an. Donc, on est très correct à ce niveau-là, d'accord? Au niveau consommation en énergie finale, donc électrique, hein, on a sur la partie privative, et ça c'est important, on a 34,6 kWh. Ça veut dire que là-dessus, en termes d'usage, on a une forte consommation électrique privative. C'est pratiquement la moitié de la consommation en énergie finale, d'accord? Alors que sur l'ensemble des autres postes, on arrive à une consommation qui est relativement faible, hein, puisque on a... Et donc, ce qu'ils disent, c'est que ça demeure la priorité de demain si l'on souhaite réduire l'empreinte environnementale des bâtiments ainsi que la facture énergétique des ménages. Ça veut dire qu'au niveau des usages, il faut qu'on arrive à expliquer, à informer, à faire de la pédagogie pour diminuer la consommation privative. Donc là, on est sur vraiment une valeur d'usage. Et puis sur le reste, eh ben, on est relativement faible. Voilà, que ça soit, puisqu'on arrive à des, que ce soit pour l'eau chaude, que ce soit pour le chauffage, que ce soit pour le refroidissement, que ce soit pour tout ce qui est éclairage, etc., sur des valeurs qui sont très très faibles. Voilà. Donc, voilà le schéma qui reflète tout ça, hein. Ce que l'on voit effectivement, c'est le gris qui est à ce niveau-là. C'est ce qui est le plus important. C'est là-dessus qu'il faut jouer. Super, merci. Voilà. Désolé, hein, c'est bien que tu m'aies appelé tout de suite. Je vais aller très rapidement là. Je suis désolé, mais voilà, pour vous dire qu'au niveau électricité, donc ce qu'il faut retenir, c'est que on est sur cette opération extrêmement positif sur tout ce qui est consommation des services généraux et que c'est effectivement au niveau de la CTA, c'est-à-dire la centrale d'air, que l'on peut éventuellement améliorer les choses. Et ce qu'a dit à un moment donné Alice Weber dans son rapport, on voit qu'on peut faire, qu'on a une marge de manœuvre là-dessus, d'accord? Et donc, j'espère que d'ici un an, voire un peu plus, je pourrai vous faire un rapport beaucoup plus performant de ce côté-là, d'accord? Au niveau d'électricité. Au niveau, je vais changer de page, donc là, on va... Alors, je vais arrêter mon... Peut-être qu'il faut que j'arrête mon... Voilà, je vais aller là, je vais reprendre mon partage. Voilà. Au niveau, et ça, je pense que c'est important, au niveau des qualités et des ambiances, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. Thomas, tu me dis, est-ce que ça marche? Oui? Oui, ça marche, oui, on voit bien. Voilà. Je pense que c'est important de noter ça. Ce que Actis, aujourd'hui, a décidé jusqu'à maintenant de ne pas tenir compte de ce qui avait été demandé au niveau du cahier des charges, c'est-à-dire que nous, on avait dit qu'on ne devait pas dépasser 20 degrés. On avait même dit 19 à un moment donné, mais 20 degrés au moins dans les séjours. Depuis que ce bâtiment a été construit et habité, eh ben, la moyenne des températures est de plutôt 22 degrés. Or, passer de 20 à 22 degrés, c'est énorme. En termes de consommation, voilà, ça veut dire qu'on est plutôt aux alentours même de 23 degrés. Donc, c'est 60 à 66% de plus. Et donc, la consommation ou la surconsommation de chauffage est de 15 à 20%. Ça veut dire qu'on a une grosse marge de manœuvre par rapport à ça. Mais quelque part, d'un point de vue loyer, d'un point de vue de ce que ça coûte, c'est très très faible. Parce qu'en fait, on est en train de parler sur des micro-kilowattheures. Parce que la consommation étant tellement faible que ça n'a pas une très grosse répercussion. Mais moi, je m'attache quand même à ça, parce que quelque part, j'espère qu'on va arriver à faire en sorte que les gens s'habituent à vivre dans des atmosphères un peu plus près des 20 degrés et non pas à 23 degrés, quoi. Parce que malgré ça, les gens se plaignent. C'est-à-dire, malgré que l'ensemble des logements sont chauffés à 23 degrés, quand on regarde
euh, les notions de confort, ben, la plupart des gens disent il fait froid. Donc, le ressenti, ben, il n'est pas très bon. Les gens, à cause du système de chauffage, qui est un système à air pulsé quelque part, eh ben, les gens ont l'impression que malgré que ça soit de l'air qui est à 23 degrés, eh ben, et que dans la pièce il fait 23 degrés, les gens ne sont pas super confort, malgré que ça soit un bâtiment en bois, hein, encore une fois. Donc, si je regarde, alors là, sur les conforts d'été, eh ben, effectivement, là, on a de l'inconfort, et c'est ce que disait à un moment donné Alice Weber. On a dépassé très, très largement les nombres de jours sur lesquels on devrait avoir au-delà de 28 degrés. Et donc, du coup, on a vraiment mal fonctionné par rapport à ça. Et Alice Weber l'a expliqué, on a un problème au niveau de la CTA et de là où sont posées les sondes. Et donc, ça, on devrait très rapidement répondre à ce problème d'inconfort. D'accord? Et j'espère que je pourrai vous faire un rapport beaucoup plus positif par rapport à ça. On a aussi un problème au niveau des BSO, de ce qui permet de contrôler les apports solaires. On a pu voir que les BSO sont pas très très bien mis en place par les usagers. Donc on a des apports solaires dont on pourrait se passer en été. D'accord? Donc tout ça parce qu'on est dans un bâtiment social et que ça demanderait beaucoup plus d'attention pour que très régulièrement, malgré le turnover, les habitants arrivent à faire fonctionner mieux leur appartement. Toujours sur euh, les notions, donc je passe sur le confort d'été parce que je vous ai un peu parlé de ça. Sur la qualité d'air, eh ben, très rapidement, on a beaucoup de gens qui malheureusement bouchent ou ont bouché leurs différentes bouches de ventilation. Et donc effectivement, sur certains appartements, on a eu des débits, des taux de carbone, de CO2 qui étaient trop importants. Pas beaucoup, mais quand même. Et donc ça, là, on voit un graphisme où on voit que sur certains appartements, ben, cet appartement-là, notamment, on a dépassé la courbe. Et quand on est allé voir cet appartement-là, on a vu que toutes les bouches étaient bouchées. Donc, effectivement, ça, c'est normal qu'on a dépassé les 444 ppm. euh, et ça explique tout ça. Donc, il faut là encore, qu'on explique aux habitants. D'accord? Donc, il y a une marge de manœuvre très, très possible à atteindre. Je voudrais aller assez vite. Voilà, sur la satisfaction des logements, c'est ça qui est important. Voilà, moi ça me donne un coup au moral. Donc, les gens, euh, sur les indices de satisfaction, ben, on a eu que 20% de gens qui ont été satisfaits. Donc, ça veut dire que voilà, c'est difficile d'arriver à changer ça. Ça, c'est toute chose considérée. Quel est votre taux de satisfaction? Donc ça, c'est la même chose. Sur la partie, donc, il fait trop chaud, il fait trop froid, 40%, ça va, et des gens qui ont un peu froid, malgré tout ce qu'on a dit, malgré qu'il fait 23 degrés dans les bâtiments. Donc ça, c'est un camembert qui est significatif pour moi. Euh, Comportement, tenue vestimentaire, effectivement, 60% des gens vivent en t-shirt. C'est pour ça que je dis qu'on pourrait gagner 2 degrés, hein. Donc, et il n'y en a que 20% qui ont un pull de laine. Donc, je trouve intéressant de voir ça, hein, de dire effectivement, on pourrait gagner des calories. Euh, les gens ont trop chaud en été, on en a parlé. Il y en a quand même 20% qui disent qu'ils sont bien. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui fonctionnent quand même. Et puis, certains disent qu'ils ont un peu chaud, alors qu'il faisait parfois 40 degrés, voire plus à Grenoble, hein. Donc, sur le côté objectif, on avait des résultats quand même. Je passe très très rapidement. Protection solaire, beaucoup disent que c'est, enfin, il y en a quand même 40% disent que c'est pas suffisant alors que on a des BSO partout. Donc c'est difficile, hein, de répondre à tout ça. Qualité de l'air, il y en a 60% qui disent que c'est non, il y en a 20% qui disent que c'est pas satisfaisant et 20% et 20% très satisfaisant et 60% satisfaisant. Donc
On peut faire mieux. Éclairage, ça va. Je vais très rapidement, ça va. Euh, Ça, c'est bon. Voilà. Ventilation, ben, 60% disent que c'est peu satisfaisant. Donc, là-dessus, il faut qu'on... Et Alice Weber disait qu'on pouvait changer les choses. Voilà. Euh, sur... Est-ce que vous connaissez le type de ventilation de votre logement? Ben, il y en a 60% qui pensaient que c'était naturel. Ça veut dire qu'il y en a 60% qui pensent qu'il faut ouvrir les fenêtres pour ventiler. Donc, on a encore beaucoup, beaucoup de marge de manœuvre et c'est là où on a un déficit. Voilà, donc ça, c'est intéressant. En hiver, ouvrez-vous les fenêtres. Eh ben, il y en a, alors qu'on est dans un bâtiment passif, ben, il y en a 80% qui disent oui, on ouvre les fenêtres. Donc, c'est terrible. Voilà. Euh, En hiver, pour quelle raison ouvrir les fenêtres? Pour évacuer les odeurs. Donc, ils pensent que la double flux ne sert pas à ça. Donc, il faut expliquer les choses. Voilà. Donc, c'est intéressant, hein, ces choses-là. Connaissez-vous savez-vous comment fonctionne le chauffage? Ben, il y en a 100% qui disent je ne sais pas. Donc, il y a une grosse marge de manœuvre. Comment fonctionne, voilà, c'est la même chose, hein, comment fonctionne la régulation thermale, personne ne sait. Comment sont pris, comment les prises sont commandées. Voilà. Donc, là, il y a vraiment un très, très gros déficit d'explication. Voilà, je passe. En gros, je pense que là, on aura fait le tour des choses. Et je pense que là, on pourrait passer aux questions. Donc, je vais quitter mon partage et je pense qu'on peut passer aux questions si ça vous va. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions pour revenir un petit peu à tout ce qu'on s'est dit? Alors, merci pour la présentation. Donc, il y a quelques questions. On va faire le tour de ces questions. Une première question sur l'isolation, la laine de roche. Pourquoi le choix de la laine de roche et non biosourcée? Est-ce que c'était une question de réaction au feu? Oui. Quand on a fait le test, qui est le test de faire brûler, donc à un moment donné, 2,5 étages, là est revenu un rapport en disant que c'était obligatoire qu'à un moment donné, on ait une enveloppe qui, d'une part, ait un panneau type Fermacell qui soit coupe-feu, et donc d'autre part, derrière ce panneau de Fermacell, on ait une isolation qui soit coupe-feu. Et maintenant, si vous regardez le dernier IT 249, dans lequel apparaît notre complexe de façade, eh ben, si vous mettez du CLT, on a obligatoirement, on ne peut pas faire avec du biosourcé. Dans un bâtiment qui fait R+8, hein, attention, hein, dans un bâtiment de 3 niveaux, il n'y a pas de problème. Là, on parle bien dans un bâtiment en R+8. Donc, obligatoire pour des questions d'IT 249. Ok, merci pour cette réponse. On avait également une observation, un partage de Auvergne Habitat, mais on laissera les gens le lire directement dans le chat. C'était pas une question plus une information. Les autres questions qu'on a, donc, existe-t-il une charte d'usage du bâtiment? Alors, oui, il existe une charte, mais il faut savoir, moi j'ai visité tous les logements, j'ai visité pendant 2 ans 10 logements chaque année. Euh, je me souviens d'un logement où je suis rentré, c'est un logement où on avait des gens qui étaient de culture de pays sur lequel il n'y avait que des tapis, la cuisine était démontée et les gens ne vivaient qu'au sol. Donc voilà, c'est une culture différente. Et ces gens-là ils nous ont expliqué qu'au début, ils ont consommé énormément d'eau chaude, parce que à partir du moment où ils avaient ouvert un robinet, pour eux, c'était une source, et on ne coupe pas une source. Donc ils avaient consommé, je sais pas, 100 ou 140 mètres cubes, avant qu'on, qu'on, qu'on s'aperçoive que quelque part, ils ne coupaient pas l'eau. C'est-à-dire qu'ils laissaient couler tous les robinets 24 heures sur 24. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le logement social, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on a des cultures très différentes, avec des gens qui parfois n'ont jamais habité un logement, voilà, qui pour la première fois habitent un appartement. Et ces gens-là, je leur donne dans les mains un bâtiment passif. Et Actis n'a pas eu le temps de faire de formation. Et donc, on arrive à des catastrophes, effectivement. Et donc, on s'aperçoit avec Actis qu'il faut
que ce cahier de maintenance, ce cahier de comment j'habite le hautbois, il faut non seulement qu'il soit distribué, mais que chaque fois que quelqu'un un nouvel habitant rentre dans un appartement, il faut passer au moins 2 à 3 heures avec lui pour lui rappeler de comment fonctionne ce bâtiment, lui dire si vous bouchez les bouches, vous respirez plus, le chauffage ne fonctionne plus, et vous mettez aussi, puisqu'on est sur un chauffage centralisé, vous mettez l'ensemble de l'immeuble un petit peu en défaut. Même si on a une très grande inertie, c'est l'ensemble de l'immeuble qui est mis un peu en défaut. Donc ça, aujourd'hui, eh ben, parce que c'est compliqué, parce que, et je n'en veux pas du tout à Actis quand je dis ça, hein, parce que je sais combien c'est compliqué, eh ben, c'est pas encore très très bien fait. Et donc, on a encore des appartements qui fonctionnent pas bien, et on a encore des gens qui bouchent l'ensemble des ventilations, et qui ouvrent toutes les fenêtres, quelle que soit la saison. Voilà. Donc, moi, je suis de façon très modeste, je me dis, est-ce que c'était la... On était très fiers de faire un bâtiment passif. Mais est-ce que c'était la bonne solution? Je ne suis pas sûr. De façon très humble, hein, dans le cadre d'un bâtiment très social, eh ben, je pense qu'il faut des radiateurs avec des thermostats visibles. Parce que j'impose à des gens des choses pour lesquelles c'est très très difficile pour eux de comprendre. Voilà. Et donc, de façon très modeste, je pense que j'ai remis les pieds sur terre et je me dis, voilà, peut-être qu'il faut des radiateurs partout. Voilà. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que les radiateurs, on ne peut pas faire un bâtiment passif avec des radiateurs, hein. Je suis capable de faire un bâtiment passif avec des radiateurs. Et ça n'empêche pas que le bâtiment en bois est la meilleure réponse. Mais là, notre double flux, ben, elle est complexe intellectuellement pour les locataires à comprendre. C'est ça que je veux dire, quoi. Voilà. De façon Merci. très humble, hein, je dis ça, hein. Merci pour ce point, c'est un point intéressant. Et on a une autre question plus sur les coûts. Quel est le coût du plancher au mètre carré comparé à un bâtiment tout béton? Et après, une deuxième question sur le R en façade, la résistance thermique Alors, de la façade. Alors, les coûts que je vais vous donner, c'est des coûts au moment où on a construit, hein, et au moment où on a construit, c'était donc pendant le Covid, pratiquement, on va dire, juste avant et pendant le Covid, parce qu'on a dû arrêter le chantier à un petit moment donné à cause du Covid. Donc, ça, les prix que je vais vous donner ne veulent pas grand à voir avec ce qui est aujourd'hui, hein. Mais en comparaison, on était 30% plus cher à construire passif tout en bois par rapport à un bâtiment qui était construit en béton à la même époque à côté, d'accord, qui n'était pas passif, etc. C'est-à-dire que on a eu la chance, on a pu avoir deux bâtiments qui ont été construits côte à côte en même temps, et on a vu que notre bâtiment coûtait 30% plus cher que le même bâtiment en béton qui était construit à côté. D'accord? Ce 30%, il faut... Et attention, hein, c'est pas à cause de la structure bois qu'il a été 30% plus cher. Pas du tout. Il faut savoir que la structure bois, elle ne coûtait pas plus cher que le béton. Franchement, hein. Voilà. Et il faut savoir aussi qu'on a le même bâtiment à côté en béton a été construit en 24 mois. Nous, on a construit en 18 mois. Donc, il faut aussi tenir compte de ça. C'est-à-dire qu'on a été très performant en termes de planning et ça n'a pas été du tout tenu compte au niveau des coûts. C'est-à-dire qu'effectivement, les entreprises qui ont été super, hein, c'est la première fois qu'elles faisaient un bâtiment passif de cette taille-là et c'est normal, elles ont pris des marges qui était tout à fait normal de sécurité. C'est-à-dire que, par exemple, le plombier, la première fois qu'il a répondu, eh ben lui, il n'avait jamais fait de bâtiments sociaux passifs, et donc il a augmenté tous ses prix de 30%. On a sorti notre premier appel d'offres 1 million trop cher. On a rappelé tous les plombiers qui avaient répondu, on est allé les voir, on leur a dit hey, qu'est-ce que c'est que ces prix, quoi? Il n'y a rien, il n'y a pas des radiateurs, il y a juste quelques lavabos, il n'y a rien du tout. Et vous mettez deux doubles flux, c'est pas possible que vous sortez avec ces prix-là. Et une fois qu'on leur a expliqué, ils ont baissé leur prix. Mais malgré ça, ils ont gardé une marge de manœuvre en disant oh, ok, ils sont gentils, ces architectes, mais on va se faire avoir quelque part, c'est pas possible qu'ils nous disent. Donc,
on a sorti un bâtiment 30% plus cher parce que c'était le premier bâtiment qui était construit comme ça, avec de la préfabrication, si rapidement. Voilà. Et donc, pour moi, je ne veux pas que vous... OK, ce bâtiment-là, il a été 30% plus cher à l'époque par rapport au bâtiment qui se faisait dans cette ZAC. Mais pour moi, ça ne vient absolument pas parce que c'était passif et ça ne venait absolument pas parce qu'on était en structure bois. SDCC, d'abord, ça s'est très très bien passé. Il n'y a eu aucun problème. Et puis surtout, les performances qu'on nous a demandées, ça a été mais les doigts dans le nez qu'on est arrivé à le faire. J'ai fait depuis d'autres bâtiments, ça a été beaucoup plus compliqué à faire que ce bâtiment-là. R+8, c'est des vacances à faire. Franchement, ça a été le bâtiment le plus simple de ma vie à faire. Franchement, il faut le dire parce que j'ai l'impression que les gens ont peur. Mais franchement, de faire ce bâtiment-là, c'est tellement facile. On avait tout prévu à l'avance et tout s'est prévu comme on l'avait. Voilà. Et donc, moi, quand j'allais sur le chantier, j'allais en rigolant, quoi. Franchement, j'allais en rigolant. Parce que les entreprises savaient ce qu'il y avait à faire et on a eu zéro problème pendant le chantier. On a tenu les plannings, voilà, et puis tout le monde rigolait, tout le monde faisait ce qu'il y avait à faire. Donc, j'aimerais vraiment que vous reteniez ça, que ce bâtiment en bois, il est facile à faire et obtenir les performances qu'on a, c'était facile. Le problème, c'est les valeurs d'usage. C'est effectivement, aujourd'hui, je me dis, ben, on a fait un bâtiment qui est compliqué par rapport aux gens qui y habitent aujourd'hui. Ces gens-là, il faut leur expliquer beaucoup. Et comme il y a un tourne-vert, eh ben, les gens les nouvelles personnes, il faut prendre le temps de leur expliquer. Une fois qu'on leur a expliqué, tout fonctionne bien. Hein. Attention, ils ne sont pas bebeux, ces gens-là, ils comprennent très vite. Mais tant qu'on ne leur a pas expliqué, ben, ça ne marche pas. Voilà, c'est ça que je voudrais que vous reteniez. Et Actis, eh ben, Revenir, ça leur demande beaucoup de boulot d'expliquer par rapport à d'autres logements, beaucoup plus, j'allais dire, traditionnels. C'est ça qu'il faut que vous reteniez. Et en termes de prix, moi, je pense qu'on est capable, franchement, hein, on est capable de faire ce type de bâtiment très, très compact, parce qu'on a une capacité vachement bien, etc. Très simple, et ben, on est capable de les ramener à des prix qui sont à peine plus chers qu'un bâtiment classique, franchement. Mais ça demande à faire des bâtiments très efficaces, très rationnels, etc. Et là-dessus, que ce soit le bureau thermique, que ce soit RV Vieille, le bureau d'études structure, mais que ce soit SDC aussi, eh ben, il y a eu une intelligence de projet avec les architectes qui a permis de faire ce bâtiment-là. Si vous voulez faire un bâtiment très complexe qui part dans tous les sens, ça ne marchera pas, hein, c'est sûr. Là, on a un bâtiment qui est très, très radical, quand même. Hein. pour revenir sur les performances, il y avait aussi la question de la résistance thermique en façade. Est-ce que tu aurais un élément à apporter là-dessus? Bah, vous vous rendez compte? On se rend compte qu'il y a des gens qui ne chauffent pas pendant 3 mois et qui s'aperçoivent au bout de 3 mois en disant, eh ben ouais, j'étais en t-shirt, excusez-moi, tout va bien, parce qu'on est en passif. Donc, il suffit de mettre 20 centimètres de laine de bois, de laine de roche comme il faut, j'allais dire, de chiader l'étanchéité à l'air et on a un bâtiment passif. Voilà. D'utiliser aussi des bonnes menuiseries. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que oublions franchement, hein, le bois, c'est vraiment tellement génial pour aller vers du passif. Parce que je ne saurais pas faire si j'étais en béton, encore une fois. Hein. Je serais incapable de faire cette opération-là en béton. Hein. Encore une fois, c'est parce qu'on est en bois qu'on arrive à ces résultats-là. Voilà, il faut le faire. Aujourd'hui, là, on fait un petit immeuble à Saint-Martin-d'Air en R+5, d'accord? Et ce bâtiment-là est passif et ça sera aussi facile de le faire. Donc, voilà, je me répète un peu, hein, mais voilà, c'est parce qu'encore une fois, c'est parce qu'on est en bois. Voilà, je te vois rigoler, Thomas. Pourquoi tu rigoles? Non, parce qu'on est en train de se dire bon, il y a Dépasser le plus temps forcément de imparti. questions. On a un peu dépassé le. Mais c'est très intéressant tous ces points. Mais voilà, on a un peu fait le tour des questions qu'il y avait. Il y a des personnes qui commencent à nous quitter aussi. Ouais. Moi, Euh, Thomas, ce que je suis prêt, c'est à donner à Fibois, avec très grand plaisir, tous les éléments que j'ai donnés là. J'allais dire, ils sont faits pour tout le monde. Donc, ouais. s'il y a des gens qui veulent consulter ces éléments-là, le rapport NRTech
qu'il faut lire, bien sûr, parce ma que là, on est question, allé oui. très très vite, Très bien. mais même les images, etc., les films, etc., j'aimerais que Fibois soit un peu la bibliothèque de ça, parce que Fibois nous a aidés à aller vers ça, hein. Il nous a accompagnés tout le long. Donc, moi, j'aimerais bien que Fibois porte ces éléments-là en tant que bibliothèque. Et Gwenaël, moi, je suis prêt à donner. Alors, c'est un peu lourd, mais faire en sorte que tu stockes tout ça, parce que je pense que ça sera beaucoup plus de sens que vous gardiez tout ça, que nous, entre guillemets, petite agence privée. Et on a eu des subventions, quelque part, qui nous obligent à rendre public tout ça, hein. Donc, Gwenaël, Ce voilà, le sera message que je fait, voudrais dire, c'est Jacques. que ça t'appartient, ça, et à toi, et C'est pas merci moi, d'avoir mais fait à notre association. ouais, à votre association. Voilà. Et voilà, et que quelque part, que vous soyez capable de répondre dans le temps à toutes les questions autour de ça. Voilà. Et donc, je suis très content que vous ayez fait ce webinaire, même si on n'est jamais assez, etc. Mais voilà. Non, mais c'était, alors, on n'a pas trop l'habitude, c'est pas trop effectivement, notre culture de faire du webinaire Fibo-Isère, mais c'était aussi pour ça l'opportunité d'enregistrer et de pouvoir voilà, garder en mémoire et pouvoir diffuser cet enregistrement, tout comme, et on te remercie voilà, de garder précieusement ce rapport d'Enertech et tous les documents que tu nous as livrés sur la conception et la construction d'Actis, de manière à ce qu'on joue ce rôle effectivement de mémoire de ce bâtiment qui a été très novateur et qu'on a suivi et accompagné de notre côté avec un très grand plaisir et aussi une très grande fierté, je dois le dire. Donc, je voulais te remercier mille fois, Jacques, pour tout ce travail et ton esprit de transmission et de retour sur l'expérience. C'est pas facile aussi de faire entre guillemets, son autocritique. Alors, c'est très constructif voilà, dans cette façon de faire et je trouve que c'est fabuleux de pouvoir bénéficier de ton expérience et ton recul. Voilà. Donc, je voulais te remercier Merci. personnellement au nom de Fibois et puis au nom de tous les participants. Il y a certains nous ont déjà quittés parce qu'effectivement l'heure tourne, mais bravo à toi. Merci évidemment à tous les acteurs du projet. On a voulu un format court, donc on ne pouvait pas redonner la parole à tout le monde, Ouais. mais voilà, c'était l'objectif. En tout cas, que tu puisses transmettre tout ça. Merci beaucoup. Merci Merci énormément. à tous Voilà. et bon appétit du coup. Merci. Allez, bon Merci. appétit. Au Merci. revoir Merci à tout le tous. monde. Bonne fin de journée. Merci, au revoir tout le monde. Merci.